Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis là effectivement pour vous parler d'une thèse de doctorat qui est en cours de développement au sein de notre groupe de recherche et qui se construit en collaboration étroite avec l'ESJ. Alors, la première chose que je dois faire, c'est mentionner le nom de la chercheuse qui mène actuellement cette thèse de doctorat, parce qu'elle est tellement humble qu'elle a oublié de mettre son nom dans les slides qu'elle a préparés. Elle est en voyage scientifique pour le moment au Canada. Elle s'appelle Laureline Marc, et donc Laureline est la personne qui mène la thèse. Moi, je ne fais que l'accompagner dans le vocabulaire belge, la promouvoir, puisque je suis son promoteur, pas son directeur de thèse. Alors, peut-être un petit mot de contexte sur la façon dont cette thèse s'insère à la fois dans une recherche plus large et aussi dans une tendance de recherche qui porte sur l'évaluation des actions d'éducation aux médias et à l'information. Donc la thèse poursuit en fait des choses qu'on a commencé à mettre en place dès 2020 avec l'ESJ lors d'évaluations pilotes de leurs actions d'éducation aux médias et à l'information, et suite à une première analyse d'un corpus de documents décrivant la variété des actions d'éducation aux médias et à l'information que l'ESJ organise dans le secteur scolaire et extrascolaire. Cette recherche, elle se place aussi donc dans ce contexte plus large dans lequel l'évaluation de l'éducation aux médias et à l'information commence à prendre de l'importance. Et donc la question de savoir dans quelle mesure les actions, des interventions de EMI font bouger les lignes, et quelle ligne est quelque chose qui commence effectivement à préoccuper la communauté de recherche de façon croissante. Chez nous, on le formule en termes de développement de ce qu'on appelle la littératie médiatique, en anglais media literacy, et on rejoint là une conception peut-être anglophone, anglo-saxonne de l'éducation aux médias, qui est assez en phase avec ce que Kate Morris vient de nous exposer. Alors la question de l'évaluation, c'est une question compliquée. Je pense qu'on l'a bien vu déjà dans la table ronde d'ouverture de cette demi-journée. C'est à la fois compliqué en termes de mise en œuvre, parce que effectivement attester d'effets ou d'impact, alors on peut discuter de la terminologie, mais attester de changements opérés par des interventions en éducation média à l'information, et en particulier à long terme, c'est franchement pas évident. Mais en plus de cela, il y a toute une discussion à avoir sur les ambitions de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on entend par évaluation et qu'est-ce qu'on entend évaluer? Alors déjà dans la table ronde d'ouverture, on a parlé de compétences, de dispositions, de savoir, de savoir-faire. Voilà des choses sur lesquelles il faut effectivement opérer des choix. Toujours est-il que je fais partie des gens qui se réjouissent du fait que cette question soit désormais de plus en plus mise en discussion. Je pense que c'est un mouvement qui est vraiment nécessaire, d'autant plus dans un contexte dans lequel l'EMI reste quelque chose qui est toujours un peu en marge du système scolaire, qui ne constitue pas encore aujourd'hui une discipline scolaire à proprement parler. Voilà, dans ce mouvement perpétuel de tentative d'intégration de l'EMI à l'école, il y a effectivement nécessité de se poser la question de l'évaluation. Donc la réflexion sur ce qu'on entend par évaluer et comment l'évaluer, elle est nécessaire, et on espère que la thèse de doctorat, je vous dis quelques mots aujourd'hui, participe à cette réflexion. Alors dans le groupe de recherche dont je fais partie, on a fait le choix de considérer la littératie médiatique comme une forme d'agir compétent situé, qui quelque part se situe entre les positions que vous avez pu entendre ce matin entre les différents intervenants de la table ronde. On est assez loin d'une conception purement cognitive de la littératie médiatique, qui aurait tendance à la considérer comme un certain nombre d'invariants cognitifs qu'on pourrait à la fois modéliser et mesurer indépendamment des contextes particuliers dans lesquels ils s'observent. Et en même temps, on n'est pas non plus dans une tradition que je pourrais appeler plus socioculturelle, qui considère que là où les littératies médiatiques, ce sont des pratiques sociales, qu'on peut les observer, qu'on peut les documenter, mais qu'il est très difficile de les évaluer, qu'on ferait mieux de renoncer à les évaluer. On est quelque part dans l'entre-deux en considérant la littératie médiatique comme une forme d'agir compétent qui s'exerce en situation, et donc qui doit s'évaluer en situation, en lien avec des situations qui sont signifiantes pour le plus souvent les élèves qui participent à nos recherches. Et en même temps, on n'est pas simplement sur le contrôle de la maîtrise d'un certain nombre de procédures, de savoir-faire ou de savoir ou de connaissances. On est bien sur la capacité des individus à se saisir de situations qui sont plus ou moins inédites et plus ou moins complexes, et qui impliquent les médias, en particulier les médias numériques aujourd'hui, et qui requièrent de leur part d'être capables de
prêter attention aux propriétés saillantes et pertinentes des situations auxquelles ils font face, et de mobiliser leur savoir, leur savoir-faire, et de combiner les savoirs et les savoir-faire pertinents pour faire face à ces situations, de sorte à développer cet agir compétent. Alors ici, dans le cadre de la thèse, on se focalise évidemment non pas sur les médias en général, mais bien sur les médias d'information et sur le rapport à l'information à travers les médias que développent les jeunes, dans un contexte que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de rappeler, contexte de surabondance de l'information, de démultiplication des sources en ligne, de démultiplication et de complexification de l'environnement technologique, d'un accroissement du rôle des algorithmes, maintenant de l'intelligence artificielle dans la génération de contenu, dans aussi un contexte de perte relative de confiance dans ce qui constituait les médias traditionnels jusqu'ici, et donc dans un contexte aussi de montée des populismes dans lequel les médias d'information ne sont plus nécessairement perçus comme le garant d'une production d'une information de qualité, et avec toutes les menaces que ça peut constituer sur le fonctionnement démocratique d'une société. Donc ça, c'était pour le contexte très très large cette fois-ci. Alors, dans ce contexte, on a donc pris le parti de travailler avec l'ESJ pour proposer des protocoles d'évaluation de certaines de leurs activités d'éducation aux médias et à l'information, en l'occurrence d'activités qui sont menées dans des lycées de trois catégories, des lycées généraux, des lycées professionnels et des lycées agricoles, et donc de comparer plutôt de produire une évaluation des effets de ces activités d'éducation aux médias et à l'information en termes d'évolution de ce qu'on a appelé la news literacy. Donc la news literacy, ce serait la littératie des médias d'actualité ou des médias d'information, et malheureusement pas vraiment d'équivalent en termes de locution francophone, raison pour laquelle on a conservé la dénomination anglophone. Et cette évaluation, elle vient se greffer sur une variété d'ateliers qu'organise le SJ dans ces trois types de lycées, qui suivent une séquence pédagogique homogène entre les différents endroits où elles sont menées, avec un équilibre entre l'apport de contenus qui viennent expliquer la production de l'information médiatique en contexte, et en particulier la production de l'information dans le contexte des organes de presse et des métiers du journalisme, avec des activités qui invitent les élèves à participer à la production de contenus médiatiques qui peuvent prendre des formes très très diverses selon les ateliers. Et donc, dans ce contexte-là, ce qu'on vient faire, c'est produire plutôt faire passer un instrument d'évaluation avant la première séance des 6 séances de l'intervention, et au terme de l'intervention pour essayer de pouvoir éventuellement mesurer une différence entre l'avant et l'après, avec toutes les questions que ça suppose en termes d'effets à long terme, puisque ici on mesure les effets directement au terme de l'intervention éducative. Alors si tu peux passer, voilà. Alors qu'est-ce qu'on évalue exactement ? Étant donné que la littératie médiatique et la littératie des médias d'information en particulier est quelque chose qui ne correspond pas à une définition unique, consensuelle, on a fait le choix de développer un instrument d'évaluation relativement varié qui porte sur 6 dimensions différentes. La première d'entre elles, c'est la connaissance des médias. On a une batterie de questions qui est inspirée d'un modèle théorique qui reprend 5 dimensions des connaissances sur les médias, en particulier sur les médias d'information, concernant le contexte social, légal, économique et politique de création de l'information, les procédures de création et de production de l'information, les types de contenus produits par les médias d'information, les modes de circulation de l'information et les modes de consommation de l'information. Pour chacune de ces catégories, on a un ensemble de questions qui testent les connaissances préalables ou a posteriori des élèves sur ces différentes dimensions. On a ensuite 2 tâches. Une première tâche, double tâche, qui est une tâche de déconstruction de médias, dans laquelle on va demander aux élèves de produire une description analytique de médias, en l'occurrence dans le cas présent de 2 publications Instagram, en essayant d'analyser cette description analytique pour voir dans quelle mesure cette description dépasse la simple compréhension, la simple bonne compréhension du contenu du post Instagram. Et dans quelle mesure l'élève est capable de déconstruire l'information, c'est-à-dire de la recontextualiser dans son contexte de production, de circulation et de consommation. Et donc on va chercher dans la réponse de l'élève des traces
qui nous permettent de penser qu'il a compris qui avait produit cette information, avec quel type d'agenda ou quel type d'intention, à destination de quel type de public, en utilisant quel type de figure langagière ou de techniques permettant, par exemple, d'attirer l'attention ou de captiver l'attention du spectateur ou du lecteur, avec quel type de point de vue ou de représentation qui est effectivement porté par le média, etc. C'est d'ailleurs une tâche qui est dans sa nature très proche du guide méthodologique qu'on présentera dans l'activité suivante. Une deuxième tâche, bâtie sur la première, demande aux élèves de formuler un jugement de fiabilité par rapport aux deux publications Instagram, en leur demandant de faire un choix par rapport à celle qu'ils partageraient le plus volontiers parce qu'ils la jugeraient plus fiable que l'une que l'autre. Alors, en l'occurrence, on a conçu cette tâche non pas pour essayer de voir si les élèves choisissaient la bonne publication. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant le choix qu'ils font que la façon dont ils le justifient. En l'occurrence, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement, on cherche dans leur justification comment ils construisent leur évaluation et sur base de quels critères ils construisent un jugement de fiabilité sur base de ces deux posts Instagram. Ces trois premières dimensions, donc connaissance, déconstruction et jugement de fiabilité, sont augmentées de trois échelles déclaratives qui, elles, portent plus sur les modes d'engagement des élèves vis-à-vis de l'information et donc sur le rapport à l'information. On a une première échelle qui porte sur leur motivation à s'informer et qui se repose sur des vieilles théories en psychologie sociale sur la distinction entre l'absence de motivation ou amotivation, la motivation extrinsèque, c'est-à-dire le fait de faire les choses parce qu'on vous dit de les faire et parce qu'un facteur extérieur vous pousse à effectivement, en l'occurrence, vous informer, ou bien la motivation intrinsèque, qui est le fait de se motiver parce que vous pensez que c'est bon pour vous-même et de votre propre chef. On a une échelle déclarative sur la confiance dans les médias, avec une série d'items qui demandent aux élèves de se positionner en termes d'accord ou de désaccord sur le fait que les médias ont tendance à dire la vérité, les médias ont tendance à donner la priorité au fait d'être les premiers à publier quelque chose plutôt que de vérifier les informations, etc., etc. Et puis enfin, un ensemble d'items qui portent cette fois-ci sur leur pratique informationnelle et en particulier sur les sources qu'ils consultent le plus fréquemment, sur leur mode d'interaction numérique vis-à-vis de ces sources. Donc, est-ce qu'ils like, est-ce qu'ils partagent, par exemple, est-ce qu'ils commentent, et enfin sur les actions qu'ils mènent pour personnaliser leur environnement informationnel. Typiquement, qu'est-ce qu'ils font pour influer sur l'algorithme qui leur fournit des informations dans leur feed Instagram, TikTok ou autre. Dernière slide. Alors, en l'état, donc, on a fait passer ce questionnaire, enfin, l'Euroline, en l'occurrence, a fait passer ce questionnaire dans une variété de lycées, donc, généraux, professionnels et agricoles. La toute dernière phase de collecte a lieu, je sais plus, c'est le 30 ou le 31 mai de ce mois, donc tout bientôt. Donc, on est encore en phase de collecte pour le moment. On aura un échantillon d'un peu plus de 200 élèves dans les lycées de Hauts-de-France, avec d'une part un groupe test ou un groupe traitement, c'est-à-dire les différentes classes, en l'occurrence 6 classes, 2 classes par type d'établissement, je dis bien 6 classes, qui auront participé à l'intervention de l'ESJ, avec un pré-test et un post-test, et aux côtés de ce groupe test, un groupe contrôle, donc qui aura aussi passé le pré-test et le post-test, mais sans être passé par les 6 séances d'intervention en EMI. Donc les élèves sont des élèves de 15 à 18 ans, des élèves de lycée, en l'occurrence de seconde, première et terminale. On constate dans les premiers résultats qu'on a que pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas participé précédemment à des ateliers de EMI. Pour les résultats, il faudra malheureusement attendre un petit peu. Tout ce que je peux vous en dire, c'est que nous comptons utiliser les résultats de cette première itération pour l'année prochaine remettre en œuvre une seconde itération des mêmes ateliers d'éducation aux médias et à l'information, mais avec des changements qui auront tenu compte des premiers résultats pour voir si on peut effectivement, en faisant varier les ressorts pédagogiques, influer sur les différentes variables dont je vous ai parlé. Donc, à la fois dans une visée d'amélioration des actions d'éducation aux médias et à l'information organisées par l'ESJ, mais aussi dans une visée d'essayer d'étudier les différentes composantes que j'ai détaillées ici. Par exemple, est-ce qu'une meilleure connaissance des médias promeut une capacité plus grande à déconstruire les médias? Est-ce qu'une capacité à déconstruire les médias permet est-ce qu'on peut prendre appui sur la capacité à déconstruire les médias pour fournir un jugement de fiabilité plus étayé, par exemple? Voilà. Donc pour les résultats, ce sera peut-être l'année prochaine réunion. Voilà. Je vais m'en tenir à ça pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci. Je veux savoir s'il y avait des questions. On a quelques représentants des établissements ici.
En fait, ce qui m'interroge, donc merci pour cette présentation. On a hâte d'avoir les résultats. Voilà, ça donne un suspense, voilà, insoutenable. Voilà, l'année prochaine. Ce qui m'interroge, c'est les ateliers EMI. Le fait que la majorité d'élèves n'ayant jamais participé à des ateliers EMI, c'est déclaratif. Est-ce que enfin, ils n'ont pas conscience d'avoir eu alors je reviens toujours à ma casquette prof doc, hein, mais une intervention dans le cadre du CDI. Et ce qui m'interroge aussi, c'est le contexte de ces ateliers EMI. Est-ce qu'ils sont ancrés dans un programme scolaire? Dans quel contexte ils sont réalisés? Est-ce qu'ils sont collés comme ça dans l'emploi du temps des élèves? Voilà. Oui, effectivement, c'est déclaratif, donc il est possible qu'ils aient eu des actions sans souvenir, ce qui arrive. Mais il y a aussi des élèves de seconde ou de première terminale que nous, en tout cas personnellement, nous, on n'avait jamais rencontré, donc on ne peut pas savoir ce qu'ils avaient fait avant. L'idée, c'était quand même d'arriver sur des terrains quand même assez vierges, entre guillemets, n'ayant pas une classe avec qui on travaille chaque année depuis longtemps et qui commence le test. Ça aurait faussé le test. On a essayé vraiment que toutes les classes soient à peu près au même niveau de début et de fin, ce qui est difficile, voilà, à évaluer. Et puis, oui, le dispositif a été proposé à plusieurs enseignants qui ont choisi et qui l'ont proposé aux élèves. Mais c'est vrai que c'est un public un peu contraint de leur point de vue, mais qui ont rencontré une jeune chercheuse et qui ont participé avec plaisir à l'activité. Et juste préciser que le questionnaire de fin parfois a été passé par les enseignants eux-mêmes, parce qu'il n'a pas toujours été possible pour Laureline de se déplacer, mais en général c'est elle qui le passait. Mais c'est vrai que c'était suffisamment approprié par les enseignants pour qu'ils le passent eux-mêmes. Oui, merci. Effectivement, ça a l'air passionnant et ça a l'air extrêmement. On a hâte de voir les résultats et de voir la publication. Ça a l'air vraiment. On m'entend bien? Oui. Oui, donc ça a l'air passionnant. Moi, ce que je trouve super intéressant, d'abord, est que vous ayez pris 3 types d'établissements différents pour avoir effectivement des populations différentes. Alors, ma question va être celle-ci: est-ce que vous allez aussi faire des comparaisons à l'intérieur de ces 3 groupes tests, voir s'il y a des progressions plus fortes en fonction du groupe, en fonction des différents groupes, à l'intérieur des groupes, et aussi comment vous allez faire le tri, entre guillemets, entre la part de ce qui est l'environnement, j'allais dire écologique, hein, dans les dispositions sociodémographiques, sociopolitiques des élèves eux-mêmes, et ce qu'ont apporté vos séances. Quand vous allez essayer de faire le départ entre les deux? Alors, pour la première question, ça va essentiellement dépendre de la taille de l'échantillon et donc de ce qu'on va pouvoir effectivement faire en termes de comparaison. Je suis pas sûr qu'on aura un nombre de sujets suffisant pour pouvoir faire des comparaisons entre les 3 types de lycées. L'ambition était plutôt de couvrir les différents types d'enseignement et de là d'avoir un échantillon suffisamment varié. Alors, pour la seconde question sur comment on fait la part des choses entre les déterminants sociodémographiques qui précèdent l'intervention et le rôle de l'intervention. La seule arme qu'on a, c'est le fait qu'on a un groupe contrôle et qu'on a un pré-test et que la combinaison des deux devrait nous permettre, a priori, en tout cas d'avoir une baseline de la mesure qui ne permettrait pas nécessairement d'expliquer, parce qu'on n'a pas fait d'investigation approfondie sur les profils sociodémographiques des élèves ni sur les lycées participants, mais en tout cas d'avoir une forme de contrôle sur d'où on partait au départ pour pouvoir établir quelle est la progression en termes de différence entre le pré-test et le post-test. Voilà. Pardon, désolé, j'avais dit que je me taisais, mais peut-être que justement avoir un contrôle qualitatif avec des focus group, c'est pas quelque chose d'envisagé? Ça permettrait aussi d'avoir une... Alors, dans un monde idéal, oui. Mais la vie est un choix, et dans l'état actuel de construction du dispositif méthodologique, en tant que promoteur de thèse, je n'encouragerai pas Laureline à ajouter encore une collecte de données qui serait extrêmement éclairante, on est bien d'accord. Dans d'autres projets, on l'a fait effectivement avec des entretiens qualitatifs qui venaient prolonger et explorer la façon dont les élèves s'étaient engagés dans les tâches qu'on leur avait proposées. Ici, avec déjà 2 itérations, c'est juste, voilà, par souci de réalisme, on s'en tiendra au dispositif que j'ai décrit ici. Voilà. Merci beaucoup.